Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CBR 250 RR de 1992. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui un test un peu particulier, vu qu'il ne s'agit pas d'une moto qui m'a été prêtée par un abonné, comme habituellement. Il s'agit de la dernière moto que je viens d'acheter. Et d'ailleurs, c'est tellement proche l'achat que c'est la première fois que je roule avec la moto. Donc on est exactement dans les mêmes conditions que pour mes autres tests. Donc forcément les amis, quand vous entendez Honda CBR, vous comprenez instantanément qu'il s'agit d'une sportive. Mais on est sur une moto très particulière car celle-ci n'a jamais été distribuée en France. On est sur un modèle qui était réservé au marché japonais et c'est une 250. On est sur un sport en 250 4 cylindres en ligne. Donc c'est une moto maintenant de collection, hein, elle a plus de 30 ans. Et vous allez voir qu'à l'époque, pour les, on va dire, jeunes permis, ils avaient des motos très performantes, très intéressantes au Japon, qu'on n'a jamais eu nous en Europe. Bon, déjà au niveau de l'esthétique, vous voyez que ça reprend quasi à l'identique la forme de ce qu'on avait nous en France sur la gamme CBR 900. On a donc un carénage assez sympa avec une double optique à l'avant et on a la même déco un peu flashy, vraiment typée années 90, et ça c'est perso ce que je préfère. Elle est magnifique cette petite machine. Et donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'un 250 cm3 en 4 cylindres en ligne. C'est extrêmement rare sur nos routes. Nous, on avait plutôt des monos ou des bicylindres. Donc ce moteur est alimenté par 4 carburateurs, refroidi par liquide, et c'est un moteur donc 16 soupapes. La particularité de celui-ci, c'est de monter extrêmement haut dans les tours. On est même officiellement sur la moto de série qui prend le plus de tours qui ait jamais été vendue, vu que la zone rouge est à 19 500. Donc bien que ce soit un 250, ça sort quand même 45 chevaux, ce qui est vraiment pas mal pour une si petite cylindrée. Et surtout, la moto est très légère. Elle est donnée pour 157 kg tout plein fait, donc avec 13 litres dans le réservoir. On est quasiment au poids d'une 125 actuelle. Bon, aujourd'hui, la moto que je vous présente, la moto que je viens d'acquérir, est globalement d'origine, à une exception que vous entendez déjà depuis le début du test, l'échappement, aussi bien le silencieux que la ligne. Il s'agit d'une ligne avec un échappement carbone de la marque Tiga. Et franchement, déjà que d'origine ça monte très haut dans les tours et que c'est un peu criard, là avec cette ligne, on m'entend arriver à des kilomètres. Sinon pour le reste, tout est d'origine sur cette moto. Et là, sa bulle d'origine, les carénages d'origine, tout est d'origine. Bon, je suis bien sûr le même parcours qu'habituellement et je commence par le centre-ville. Avec une sportive, c'est toujours un peu compliqué à cause de l'ergonomie sur la moto. On est placé dans une position un peu contraignante. Ici, on est sur une machine assez petite, hein. Même si elle reprend l'esthétique d'une CBR 900 de l'époque, en termes de gabarit, on est plus sur le gabarit d'une NSR 125. Donc moi, je suis pas grand, je fais 1m70 et je suis déjà presque trop grand pour la moto. Elle est très compacte, la selle est très basse. On n'est pas sur la moto, on est dans la moto. Elle est avec ce style des années 90 qu'on retrouvait à l'époque sur toutes les machines. Et forcément, la position est basculée vers l'avant. Le réservoir est un peu long, mais il est très fin, donc on peut bien le serrer avec les jambes. Et le guidon, on peut l'atteindre assez facilement. Je pense vraiment qu'en fait c'est une moto faite pour les petits. Si vous êtes trop grand, si vous faites plus d'1m80, cette machine sera très désagréable pour vous. Alors dans ce rond-point, ça se bascule tout seul, ça se bascule même presque trop. C'est dingue à quel point cette moto est vive. Forcément avec cette ergonomie de sportive, prendre les infos c'est pas super facile. Si je veux prendre les infos dans mes angles morts, je dois lâcher le guidon afin de vérifier ce qui se passe au-dessus de mon épaule. Sinon j'ai bien sûr les deux rétros qui sont pris sur le carénage.
Malheureusement, les miroirs sont assez petits et j'ai au moins les 2/3 de chaque miroir qui ne reflètent que mes bras. Bon, afin de ne pas ébruiter ma présence, je reste à assez bas régime et clairement c'est une erreur. Cette moto n'aime qu'assez peu les bas régimes et cette ligne est quand même très audible dès les bas régimes. D'ailleurs, j'ai essayé de monter le moteur à 20 000 tours à l'arrêt. Je vous fais écouter ça, c'est délirant. Vu que cette moto est équipée d'un 4 cylindres en ligne, bien évidemment, le moteur est très souple. Et donc, je peux me retrouver en 6e très rapidement. Je peux être entre guillemets bas régime, parce que là, je suis à peu près 60, mais je suis déjà à 5000 tours. Mais si j'essaie de réaccélérer, vous voyez que on entend, ça fait un peu de bruit, mais il ne se passe pas grand-chose. Il faut que je sorte de l'agglomération et que je redescende dans les rapports pour vous montrer véritablement l'accélération, car forcément il y a peu de cylindrée, donc peu de couple, et en plus le couple maximum est disponible qu'à 12 000 tours. Allez, ici j'accélère un petit peu, et c'est uniquement à 8000 tours que là ça se réveille. Et vous voyez que je vais pas très vite, hein. Je suis à 70, je vais à la même vitesse que les autres devant moi. Et pourtant, je suis déjà très haut dans les tours. C'est vraiment ce qui est génial avec cette machine, c'est on a le sentiment de rouler comme un sauvage et d'être un pilote de compète, alors que finalement, on est la plupart du temps encore à des allures tout à fait légales. Allez, on va accélérer un peu, au-delà des 8000, ça part. Bon, bien évidemment, la bulle devant moi est d'origine, transparente, mais comme sur la plupart des sportives, elle n'est efficace que si vous vous allongez totalement sur la machine. Et malheureusement, mon embonpoint m'en empêche. J'ai trop de bide pour m'allonger efficacement sur la moto. Alors, nous arrivons sur le passage à basse vitesse. Ça se manœuvre assez bien. Après, sur cette moto, on a vraiment des petits pneus. À l'avant, c'est une roue en 17 pouces en 110. Et à l'arrière, actuellement, c'est un pneu en 150. Mais d'origine, ça devrait être un 140. Là, je pense qu'ils ont mis un 150 parce que ça devait être la seule taille qu'ils ont trouvé pour mettre des pneus très sport sur ce modèle. Donc les amis, nous sommes ici comme d'habitude pour tester l'accélération de ce modèle. Donc ne vous attendez pas à des valeurs dingues, parce que je le rappelle, ça ne fait que 45 chevaux, et surtout il y a assez peu de couple, donc la puissance arrive très tard. Donc je ne sais pas combien de temps je vais faire pour le 0 à 100, mais ça ne devrait pas être dingue. Néanmoins, on va essayer d'utiliser toute la plage d'utilisation du moteur, donc passer les vitesses au-delà des 18 000. La machine, je rappelle, elle donne donc 45 chevaux à son plein potentiel, donc au-delà des 15 000 tours, et elle est donnée pour 157 kg, tout plein fait. Allez, c'est parti, vous en doutez bien, il n'y a pas d'ABS, il n'y a aucune aide électronique, c'est une moto de collection. C'est parti. Et on arrive à 100 en deuxième. Franchement, l'allonge du moteur est dingue. Allez, je m'arrête ici vu qu'il y a des travaux. Vous voyez donc que j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Allez, un petit demi-tour. Bon, par contre, on est vraiment sur une ergonomie de sportive. Ça braque assez peu. On se retrouve tout de suite embuté. Heureusement, ici, c'est très large. Mais bon, c'est quand même pas terrible au niveau de l'angle de braquage. Allez, on est reparti. Logiquement, je devrais quand même avoir suffisamment de place pour faire de nouveau un 0 à 100 et ensuite tester le freinage. D'ailleurs,
Je recule pour avoir le maximum de place. Allez, c'est reparti. Faut vraiment pas lâcher l'embrayage avant les 6000. Ah là là, c'est dingue. Frein arrière, ça freine un petit peu. Frein avant. Ouais, le frein avant est costaud. Bon, la machine a été intégralement révisée avant que j'en prenne possession. Vous voyez d'ailleurs que les deux disques à l'avant ont été remplacés. Ils n'ont pas exactement le même look que ceux d'origine. Les freins viennent de chez Nissin. Et clairement à l'époque, cette 250, hein, c'était pas une machine au rabais au Japon. C'était une machine qui était pertinente là-bas parce qu'il y avait des permis pour les moins de 400 cm3. Et là-bas, pour les 250, les assurances étaient beaucoup moins chères. Mais les motos de ce genre n'étaient pas données du tout. Allez, de nouveau, j'accélère. Avant les 8000, il n'y a rien. Et après, c'est une fusée. Oh, attention, ça ne s'arrêtera jamais. Ah, faut aller les chercher les chevaux, mais ils sont là, hein. Franchement, c'est super fun. Mais c'est clair que si vous cherchez juste des perfs, bah je suis quasi certain qu'un bicylindre ferait aussi bien, voire peut-être même mieux. Parce que là, faut vraiment attendre d'être à très très haut régime pour avoir ce qu'on cherche. Concernant les commodos, c'est bien sûr très classique. À gauche, on a tout ce qui gère la lumière, on a des feux de détresse, on a un appel de phare, les clignotants, et on a un bouton pour allumer ou éteindre les feux, vu que ce n'était pas automatique à l'époque. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Et au guidon, j'ai oublié, on a également le choke, aussi appelé starter à tort en français. Le tableau de bord, lui, est vraiment typique d'une machine de course de l'époque. On a en très gros face à nous le compte tour qui est gradué jusqu'à 20 000, mais peut-être même un petit peu plus. On a une jauge pour la température du liquide d'enfroidissement. Et en petit sur le côté, si je peux dire, c'est loin d'être très visible, on a la vitesse avec un trip à rouleau. Et clairement, la vitesse, c'est l'info la plus difficile à lire, surtout quand on est en dessous de 50. J'ai le guidon qui est en face, je vois très très mal. Bon, me revoilà en centre-ville. Donc même au ralenti, je suis à peu près à 2000 tours. Quand je veux décoller, au moins 4-5 000 tours, sinon c'est à deux doigts de caler. Il faut essayer en fait rapidement de se retrouver à 8000 tours, car c'est vraiment à partir de 8000 que le moteur marche, on va dire, normalement. Mais bon, l'autre souci c'est qu'à partir de 8000, il a envie de monter à 18 000. C'est tellement marrant. Après, de nouveau, je comprends qu'à l'époque, ce genre de moto n'ait pas été vendu chez nous. Le tarif aurait été très élevé. Et déjà, le peu de 400 cm3 qu'on a eu de cette gamme à l'époque, c'est très très mal vendu en France. On n'a pas un permis adapté pour ça. En France, vu qu'il n'y avait qu'un seul permis tout cylindré, forcément les gens voulaient investir au minimum dans une 600 et certainement pas mettre presque la même somme dans un 250 ou un 400. Donc ici je suis en côte, je réaccélère à fond. Et de nouveau ça marche bien, mais il faut rester dans les tours. Là j'ai commencé à accélérer, j'étais déjà au-delà des 8000 hein. Ça donne l'impression d'être à fond tout le temps. Maintenant on ralentit pour ce petit dodan, 30 km/h.
Alors, comme on pouvait s'y attendre, c'est ferme, mais pour l'instant, c'est pas tape-cul. On n'est pas ballotté sur la moto. Je vais essayer de prendre le prochain dedans un petit peu plus vite. Là, j'arrive à 40. Ouais, c'est ferme, c'est ferme. À l'avant, on a une fourche classique. Elle n'est pas inversée, elle n'est pas réglable. À l'arrière, on a un mono-amortisseur qui, lui, semble être réglable. Et pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Après, je me doute que d'origine, ça n'a pas été conçu pour avoir quelqu'un de mon gabarit. Moi, je fais 100 kg. Je pense que le petit japonais qui achetait ça à l'époque devait faire au moins 30 ou 40 kg de moins. Oh là 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 là, on peut pas s'empêcher, hein. Et pourtant je vais pas si vite, hein. Allez, c'est parti pour une succession de virages. Putain, le délire. Ça se bascule tout seul. On sent vraiment bien sur la machine, elle est stable. Et on n'hésite surtout pas à accélérer à fond. C'est tellement du bonheur. Bon, après je me doute que forcément on prend un plaisir immense quand on est en train de faire un peu l'imbécile, mais si on est juste à vouloir se balader, c'est pas la bonne moto, et clairement le son va vite devenir usant. Allez, prise d'info, c'est correct, je réaccélère fort, je suis à 6000, il se passe rien, et 8000, ça démarre. On a l'impression d'être avec un moteur de F1 qui ne s'arrête pas de monter dans les tours. Et pourtant, on n'est pas tout de suite catapulté à des vitesses dingues et ingérables comme c'est le cas forcément avec les motos sportives modernes. Si vous avez déjà testé des 600 ou des 1000 modernes, les moteurs prennent aussi énormément de tours, mais il y a tellement de performance et de puissance que c'est quasiment inexploitable. Bon, après, bien sûr, c'est encore plus inexploitable pour les 1000. Hein. Les 1000, c'est très très compliqué. Là, avec cette 250, pas de problème. Quasiment dans toutes les situations, vous pouvez vous taper au moins 10 000 tours. Je sais pas si vous l'entendez, mais au niveau du moteur, on a aussi un petit sifflement. Et ça, je crois que ça vient de la distribution. Car cette moto n'est pas équipée d'une courroie de distribution ou d'une chaîne. On a une distribution par cascade de pignons, comme sur une VFR. Et donc, en plus d'être un moteur complètement dingue qui prend énormément de tours, eh ben c'est fiable. Alors maintenant nous allons passer sur l'autoroute. J'essaie de rester à peu près à 8000 pour avoir de la reprise. Ah, il y a un poids lourd, il faut que je le laisse passer. Je redescends dans le rapport. Et on va dépasser. Oh, ça me sent. Allez, je me mets en 6. Donc à 110. En 6ème, je suis déjà à peu près à 10 000 tours.
La protection, comme on pouvait s'y attendre, c'est vraiment pas dingue. J'ai énormément d'air en pleine tête. Je vais faire une relance. Allez, j'accélère fort. Ouais, bah, forcément, si vous essayez de réaccélérer en 6, vous reprenez un peu de vitesse, mais c'est pas fou. Pour forcément redescendre de moins à un rapport. Bon, il faut l'avouer, hein, en 6ème à 110 à 10 000 tours, le bruit devient très vite pénible. Faut absolument rouler avec des bouchons d'oreilles. Allez, sortons de l'autoroute. De toute façon, on pouvait s'en douter qu'une 250 ne serait pas forcément adaptée sur ce type de voie. Bon, pour revenir sur l'esthétique, au niveau de l'éclairage, on a quelques particularités. Déjà, on a les deux feux ronds, mais vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits que sur la CBR 900. Et en plus, à l'intérieur, ce sont des ampoules qu'on trouve difficilement en Europe. Donc faut faire gaffe, si jamais vous achetez, comme moi, une machine de ce genre, les ampoules ne sont pas standards. Et vous voyez que les clignotants sont placés à la verticale. Peut-être pour plus d'aérodynamisme, mais c'est très bizarre de voir ça. D'habitude, nous, on les voit plutôt à l'horizontale. Allez, c'est parti pour une dernière accel. Ça hurle là, mais ça va pas si vite. Oh là là. C'est quand même extrêmement fun. Après, j'ai déjà vu des vidéos sur circuit avec des pilotes bien plus légers que moi. Les gens arrivent à atteindre les 200 km/h avec cette moto, hein. Ce qui est vraiment dingue pour un 250. Hein. Maintenant, parlons un petit peu des aspects pratiques de la moto. Vous allez être surpris car elle n'en est pas dénuée. Déjà, vous pouvez ouvrir le capot de selle, enfin la selle passager s'ouvre avec la clé et vous avez un rangement qui est vraiment grand. Je peux y mettre quasiment tout mon matériel de tournage. Je peux bien sûr y mettre le fameux gilet jaune obligatoire et j'ai encore pas mal de place. Je pourrais y mettre un bloc disque, peut-être même un U. Franchement, il y a de la place sur cette moto, c'est très très surprenant. Si vous souhaitez rouler avec un passager, c'est également possible, mais il n'y a pas de poignée de maintien par contre. Et on voit que la moto a quand même été plus faite pour un égoïste. On a la possibilité de mettre des tendeurs afin de fixer des bagages directement sur la selle passager. J'ai oublié une particularité. Pour le passager, les repose-pieds sont dissimulés dans le carénage. Vous avez un petit bouton qui permet de sortir les repose-pieds. Franchement, c'est rare de voir des choses aussi bien pensées, aussi esthétiques. Après, au niveau de la consommation, forcément, vu qu'on tourne à très très haut régime, la conso est élevée pour un 250. On est entre 5 et 6 litres au 100, ce qui n'est pas non plus dingue. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Donc vous l'aurez compris, hein, cette machine est un pur délire, venant directement des années 90 et du Japon. Et si vous en voulez une, malheureusement, c'est assez compliqué. Il y en a très 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 peu en France. On commence à en voir arriver quelques-unes depuis qu'elle a plus de 30 ans, vu que maintenant on peut l'immatriculer plus facilement avec une carte grise collection. Mais ça reste très très rare, en excellent état et surtout d'origine. Un modèle comme je vous présente aujourd'hui, donc qui serait d'origine, complet et en parfait état, ça vaut entre 8 et 9 000 euros à l'heure actuelle. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont se dire « Ah ouais, c'est super cher, on peut avoir nettement plus performant pour le même prix », et je suis d'accord avec vous, hein. Clairement, si j'avais voulu, pour le même prix, je pouvais m'acheter une ZX4 RR toute neuve, mais on n'achète pas cette machine pour les performances.
On l'achète pour son look, son gabarit, son moteur complètement dingue et surtout les 20 000 tours minute. Car même à l'heure actuelle, il n'y a plus que Kawasaki qui propose une 254 cylindres et sur très peu de marchés, la ZX25R, eh bien, elle ne prend pas 20 000 tours du tout. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur cette CBR 250 RR de 1992. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, comme ça on se reverra très bientôt au guidon de cette 250 RR. A bientôt et vers à tous. Sachez qu'au Japon, il existe toujours à l'heure actuelle en vente une CBR 250 RR. Et d'ailleurs, elle reprend même le même coloris. Mais maintenant, c'est un bicylindre et il ne fait que 42 chevaux. Mais néanmoins, j'adorerais un jour pouvoir tester cette moto.